Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Salut à tous, bienvenue et bienvenue à vous, Muriel Haïm. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Je suis ravie d'être là, merci beaucoup. Voilà, on a de belles photos résumant un peu le parcours de votre vie derrière nous. Jérusalem, Paris, New York. C'est vrai. Voilà, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes médecin, bien évidemment, très connu pour votre action et votre implication dans Un cœur pour la paix, puisque vous aidez des enfants palestiniens qui n'ont pas les moyens de se faire opérer, à être opérés en Israël. Avec Hadassah, à qui je remercie parce que c'est un partenaire formidable et qui en plus finance la moitié des opérations. Alors vous faites ça depuis 2005, mais avant ça vous avez fait beaucoup d'autres choses. On va essayer de dérouler un peu le fil de votre vie, mais cette émission s'appelle Alia Story. Donc forcément vous êtes là en Israël, vous vivez en Israël depuis 2014. Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous a poussé à revenir? Parce que vous étiez là il y a très longtemps. Oui, j'étais là il y a très longtemps puisque je suis venue au début des années 80. Et justement pour un projet qui était avec 4 amis de créer Beit Ram en partenariat avec la mairie de Jérusalem. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Beit Ram, est-ce que vous pouvez en 2 mots nous expliquer quel était le projet? Le projet était de fournir une structure à des jeunes qui étaient dans des quartiers un peu périphériques, ce qu'on dit périphériques, un peu défavorisés, pour les empêcher de tomber dans la délinquance parce que quand on n'a pas beaucoup de structures, c'est malheureusement ce qui guette beaucoup de nos jeunes. D'accord. Et c'était des activités, des prises en charge quotidiennes de ces jeunes-là? On était ouvert pour eux. Ils savaient qu'ils trouvaient 5 adultes qui étaient là pour les écouter, pour discuter avec eux tous les jours, tous les après-midi, de 15h à 21h. Alors, vous avez créé ce projet en 1980 à peu près. À peu près. Et ça existe toujours, Beit Ram. Oui, mais si ça existe, c'est qu'il y a... c'est que bon, ça fait ses preuves, que malheureusement le besoin existe encore. Ça, c'est peut-être le côté. Ça, c'est moins drôle. Ça, c'est moins drôle parce que souvent, quand on lance un projet, on se dit voilà, ça va durer un certain temps, le problème va être résolu et on va pouvoir passer à autre chose. Malheureusement, il y a encore aujourd'hui beaucoup d'enfants en Israël qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, 25% des enfants, ce qui est beaucoup. Et il y a un vrai problème aussi d'enfants ou de jeunes qui sont en situation de pré-délinquance ou malheureusement déjà de délinquance. Alors, lorsque vous avez créé ce projet, vous étiez déjà médecin, vous travailliez au sein d'une maison de retraite en Israël. Puis un beau jour, on vous a fait une offre d'aller travailler ailleurs. Oui, on m'a fait une offre et je voudrais vraiment remercier, même s'il n'est plus là, le docteur Kieselstein, qui était un des premiers gériatres en Israël. Israël était très, très en avance sur la gériatrie. Peut-être parce que des gens comme lui, justement, qui avaient été déportés, avaient amené en souvenir de ça, je ne sais pas. Je ne peux pas l'expliquer, mais en tout cas, une humanité dans la manière de traiter les gens âgés qui était exceptionnelle. J'ai énormément appris avec lui. Il m'a proposé, donc c'était mon supervisor à la maison de retraite, et un jour il me dit, est-ce que vous voulez un poste plein temps à l'hôpital? Bien sûr, c'était le rêve. Et donc j'ai été travailler avec lui. Et c'était une maison de moyen et long séjour, donc on gardait les gens très longtemps. Et je vais vous raconter une chose. Un jour, il faisait sa visite 3 fois par semaine. Et toutes les semaines, j'entendais, il y avait une vieille dame qui était là, qu'il connaissait depuis 5, 6, 7, je ne sais pas, années, et qui lui disait « Docteur, je veux mourir. Docteur, je veux mourir. » Et un jour, je m'en souviendrai toute ma vie, il s'est assis sur son lit, il s'asseyait toujours sur son lit, mais il a tapé sur la table à côté, il a dit « Bon, quand ?» Je vais vous dire, il fallait vraiment énormément d'humanité, énormément de confiance dans cette femme pour lui dire, voilà, ok, on n'en a plus jamais parlé. Et elle a vécu de longues années. Mais ça veut dire qu'il avait une écoute telle qu'il savait qu'il pouvait dire quelque chose d'aussi terrible que ça, parce que ça ne se ferait pas. Et franchement, cette institution était modelée sur lui. C'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Alors, vous êtes resté auprès de lui dans ce service et en Israël jusqu'en 1984. Et puis, la vie étant en fait de péripéties, vous êtes retourné en France.
Et là, vous n'avez pas uniquement poursuivi d'autres études de médecine, vous avez entamé une spécialité. Justement, j'avais trouvé que c'était tellement extraordinaire comme expérience que j'avais vécue en Israël que j'ai fait un diplôme de gériatrie. Donc, je suis retournée 2 ans à la fac et puis j'ai fait ça. Et en parallèle, je suis rentrée dans l'industrie pharmaceutique. Et pour rentrer dans l'industrie pharmaceutique, j'ai été faire un l'IAE, qui est un diplôme d'administration des entreprises, ce qui permet de comprendre au moins ce que les différents départements, quand le marketing parlait, quand la finance parlait, ça me donnait au moins les clés pour comprendre ce qu'ils disaient. Et de manière beaucoup plus... Pour le médical, j'ai été faire le DU de statistique de Schwartz à la fac des sciences. Ça, c'était moins drôle. Oh là là, cauchemar. Alors, pendant cette période-là, fort de votre expérience à l'israélienne, vous avez monté avec des copains, décidément, vous aimez travailler en bande, un très beau projet qui existe toujours, c'est l'école Galeno. Ah non, l'école Galeno... C'était avant de partir en Israël ? C'était, bien sûr... Ah, je crois que c'était après. Galeno, c'est... Mais en tout cas, vous l'avez fait aussi avec des copains. Oui, on l'a fait parce que je voulais un jardin d'enfants à l'israélienne, quand mon fils était petit, et je ne trouvais pas un jardin d'enfants à l'israélienne, et comme on ne le trouvait pas, on l'a fait. Donc, vous avez monté ça juste avant Beit Ram, et ça a très bien marché. Bon, c'était une école pas religieuse, mais qui marquait quand même toutes les fêtes juives, etc. C'était vraiment très particulier. Ça n'existait pas du tout dans le paysage français. En tout cas, juif français, ça n'existait pas. Non, parce que dans le paysage juif français, c'était soit laïque, soit religieux. Et nous, on voulait à l'israélienne parce que, encore une fois, les enfants on avait eu l'impression, quand on venait ici, que les enfants étaient tellement heureux dans les jardins d'enfants qu'on a reproduit un jardin d'enfants à l'israélienne. Et comme c'était il y a 38 ans. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, mais ça n'existait pas encore, en effet. Alors, vous êtes à fond dans votre carrière, donc on avance un petit peu plus après vos diplômes, etc., vos spécialités. Vous rentrez dans l'industrie pharmaceutique. Vous partez aux États-Unis. Vous n'avez pas arrêté. Mais c'était un coup de chance parce que Sanofi, pour lequel je travaillais, m'a envoyé aux États-Unis quand ils ont racheté une société. Et une fois que j'étais aux États-Unis, j'ai, comme beaucoup de gens, été chassée par une autre société qui s'appelait Merck & Co, Merck américain. Et là, j'ai découvert ce que c'était d'apprendre à travailler à l'américaine. Alors, c'est quoi d'apprendre à travailler à l'américaine ? Parce que nous, on ne connaît pas, donc... C'est d'abord, on ne commence pas quelque chose quand on n'a pas les ressources pour le faire. On a toujours un plan B quand on a un plan A pour être sûr si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait. Merck était une société qui était extrêmement solide dans la manière, dans le fait que toutes les données étaient sourcées, on savait exactement, les recherches étaient impeccables, on était extrêmement vigilants sur la santé des patients. Enfin, c'était très professionnel. Ah oui. Des études de malades très sérieuses. Très sérieuses, très professionnelles. D'ailleurs, Merck a mis à disposition des malades et des médecins des molécules qui ont changé leur vie. Et ils ont osé faire des études que personne n'avait fait. Pas osé en mettant les patients à risque, loin de là. Mais au contraire, en tentant de démontrer des choses que d'autres ne voulaient pas démontrer parce qu'ils avaient peur pour leurs médicaments. Merck a fait des choses extraordinaires. Voilà, à cette époque-là, vous étiez pour eux responsable de l'économie de santé monde. Oui. Donc c'était un poste vraiment à responsabilité. Il y avait beaucoup de femmes autour de vous ou pas trop ? Vous étiez la seule ? Il n'y avait pas énormément de femmes, mais je dois dire que la CFO, c'est-à-dire la chef finance, était une femme, ce qui était quand même... pas mal pour l'époque. Pas mal pour l'époque, exactement. Non, et ce qui était surtout une des grandes forces de Merck, c'est qu'à la maison mère, il y avait 50% d'étrangers, 50% d'Américains. Ce qui prouvait bien qu'ils étaient complètement tournés vers l'international. Alors, où en étiez-vous au niveau d'Israël à cette époque-là ? C'était oublié ? C'était dans un tiroir Non, je venais souvent, mais c'était pas. Mais j'étais en plein en train de faire ma carrière. Mon fils après est rentré à la fac à Chicago. Enfin bon. C'était pas le moment. Non, c'était pas le moment. C'était pas le moment parce que c'était pas le moment. Vous pensiez revenir à cette époque-là ou pas trop ? Je reconnais que je pense jamais beaucoup à l'avance. Je saisis les opportunités. Plutôt, j'ai jamais eu un plan de carrière. Je sais pas réfléchir. Pas mal pour... Non, mais j'ai jamais eu un plan de carrière.
C'est formidable. Je pense que les études médicales ne nous préparent pas comme à faire des plans de carrière. Bien entendu, les études d'ingénieur, oui, les études d'économie, oui, ou les grandes écoles. Mais j'ai eu de la chance d'avoir toujours des opportunités, de pouvoir les saisir et puis de passer à celle d'après. Alors, comment est venue justement l'idée de vous lancer dans une aventure telle que Un cœur pour la paix en 2005 ? Écoutez, c'est très très simple. J'avais amené un groupe de médecins français avec la MIF, l'Association des médecins israélites de France. Et puis, j'avais vu quelques jours avant Jean-Jacques Rhin, le professeur Rhin, que je crois que vous avez reçu ici. Et je lui avais dit, comment ça se passe en Israël, dans un hôpital? Tu soignes des enfants de tous les pays. Et est-ce que tu peux nous recevoir? Et on a été avec le groupe, et puis Jean-Jacques nous a expliqué qu'il soignait des enfants palestiniens. Je lui ai dit, écoute, comment on peut t'aider et tout. Il me dit, j'ai besoin de trouver de quoi financer 50 enfants de plus par an, un enfant par semaine. Je lui ai dit, très bien. Et puis je suis rentrée en France, on a fait l'association. J'ai eu de la chance parce qu'on a trouvé de l'argent vite. Et donc, c'était en mai 2005 et en septembre 2005... De l'argent auprès des pouvoirs publics? Non. De l'argent privé? De l'argent privé. D'accord. De l'argent privé. Et c'était en septembre 2005 qu'on a commencé à opérer le premier enfant et depuis, on a opéré plus d'un enfant par semaine. C'est une de vos plus belles réussites pour vous? Oui, je crois. Parce qu'on se rend compte que tout s'arrête. J'ai beaucoup de chance d'être médecin parce que le champ médical fait que tout s'arrête autour de quelqu'un de malade. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est extraordinaire. Et donc, c'est un vrai territoire de paix, c'est un vrai territoire, en tout cas, où les gens peuvent se parler. Et il n'y en a pas tellement. Il y a, dans certains cas, la culture, mais pas toujours. Dans certains cas, l'économique, mais pas toujours. Mais le médical, en général, je dirais pratiquement toujours. Donc, comme ce que j'aime, c'est créer des ponts, j'ai essayé dans l'économique, dans la culture et dans le médical. Mm-hmm. Alors, aujourd'hui, vous êtes revenu depuis, on va dire, 4 ans à peu près. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à revenir? Mon fils, qui lui est revenu il y a 6 ans. Alors, c'est lui qui vous a montré la route. Oui. Donc, vous êtes installé à Jérusalem aujourd'hui, oui. Sans regret? Ah non, sans aucun regret. Je rentre à la maison chaque fois que je voyage beaucoup, mais je rentre à chaque fois à la maison. Alors bon, évidemment, vous ne restez pas les bras croisés. Vous montez, on vous a reçu dans une autre émission, vous en avez parlé, un festival qui s'appelle Meet in Galilée du 15, 16 et 17 juillet 2018. Voilà, il y aura des journées consacré à la médecine. Et puis le soir, ce sera la fête avec de la grande musique classique. C'est une autre de vos passions, la musique classique, Muriel? J'aime beaucoup l'opéra. J'avoue, je suis extrêmement sensible aux voix d'opéra. Je trouve que c'est magnifique. C'est magnifique. Et comme on le fait à Saint-Jean-d'Acre, à la fois le lieu, à la fois les voix, les chefs d'orchestre, enfin, je pense que tout va concourir pour que ce soit absolument magique. Oui. Alors, on sait que vous aimez apparemment monter des projets, c'est ce qui vous anime. Vous en avez d'autres dans votre besace, peut-être Alors, à travers celui de Meet in Galilée, donc c'est vraiment faire de Saint-Jean-d'Acre un des grands lieux d'opéra dans le monde et l'implémenter. Et donc, il y a énormément de gens qui, à travers ça, viennent et découvrent Israël, qui ne seraient pas venus autrement et qui, simplement pour suivre un chanteur ou un chef d'orchestre qui dirigent dans le monde entier, eh bien, mettront Saint-Jean-d'Acre sur la liste des festivals dans lesquels ils se rendent. Mais c'est important pour vous que des non-juifs, des gens qui n'ont aucun lien a priori avec Israël, viennent ici découvrir ce pays? Oui, c'est important, parce que quand on voit la désinformation qu'il y a, moi je parle en France, puisque c'est là où je vais tous les mois, il y a une désinformation épouvantable. Et donc, et vous le savez, quand les gens viennent en Israël, ils repartent avec « Ah, mais c'est pas ce que je croyais, c'est pas ce qu'on m'a dit ». Et rien que ça, on a déjà, il y a quelque chose qui se passe, et il y a un dialogue qui peut se... Et beaucoup de gens, d'ailleurs, quand ils découvrent Israël, disent « mais je vais y revenir ». Et ça, je crois que c'est important. Je crois qu'on a besoin d'ambassadeurs, je crois qu'on a besoin qu'une vision change, parce qu'elle n'est pas très positive malgré tout, et c'est une injustice folle, mais il y a une image très, très négative d'Israël véhiculée en dehors d'Israël. Donc, et vous battez contre cette injustice? Oui, mais plein de gens le font. Je sais. Et c'est pour ça que... Et je crois que c'est nécessaire que les gens le fassent, qu'il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas dire que c'est une cause perdue, loin de là.
Et que chaque personne qu'on a amenée, qui en parlera et qui en amènera une autre, c'est vrai que c'est du travail de fourmi, mais il faut bien commencer quelque part. Écoutez Muriel, on était ravis de vous entendre, de vous écouter, parler de votre Alia, d'Israël, de votre parcours. Merci. Merci de m'avoir invitée. Et encore une fois, moi, je suis absolument ravie d'être rentrée à la maison. À très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. כמה טוב שבאת הביתה, כמה טוב לראות אותך שוב. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.